Réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OSCE à Malte. Analyse de Sergueï Lavrov. À Malte se tient une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OSCE. Depuis plusieurs années, cette organisation traverse une profonde crise. Elle a été fondée sur des principes d'égalité, de prise en compte des intérêts mutuels et de recherche d'un équilibre entre ces intérêts. Le principe fondamental de l'OSCE est le consensus, qui constitue la base de son fonctionnement. Cependant, ce principe a été sapé depuis de nombreuses années. En conséquence, aucun document n'a été adopté par les ministres des Affaires étrangères depuis plusieurs années, contrairement à la pratique d'autrefois, lorsque le consensus était respecté sans être remis en question. Nous ne comprenons pas les objectifs poursuivis par l'Occident, qui persiste année après année à utiliser une rhétorique agressive contre la Russie, nous accusant de tous les problèmes en Europe tout en ignorant les faits démontrant que c'est précisément l'Occident qui viole les accords conclus après la guerre froide et même après la création de l'OSCE. Les principes fondateurs de l'organisation, que j'ai mentionnés, ne sont plus pris en considération par l'Occident. En réalité, l'OSCE est utilisée, y compris la fonction de président et son secrétariat, pour promouvoir une agenda étroitement égoïste et sanctionner, selon ses critères, les pays jugés indésirables. Aujourd'hui, nous avons présenté cette situation de manière transparente et souligné une chose essentielle, qu'il le veuille ou non, l'Occident est témoin de l'émergence d'une nouvelle architecture de sécurité. Celle-ci ne repose plus sur une vision euro-atlantique, mais sur la reconnaissance qu'un continent eurasiatique unifié offre désormais à tous des opportunités équitables pour défendre leurs intérêts et établir une sécurité indivisible. Ce concept, autrefois proclamé par l'OSCE, a été détruit par les actions de l'Occident, notamment l'expansion aveugle de l'OTAN vers l'Est. Nous savons qu'il existait des plans explicites pour intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, créant ainsi des menaces directes à la sécurité à nos frontières. Le concept eurasiatique repose sur les opportunités naturelles géographiques, économiques et infrastructurelles offertes à tous les pays du continent eurasiatique. Ce continent, le plus grand, le plus peuplé et le plus en développement rapide, abrite des nations représentant de grandes civilisations, notamment chinoises, indiennes et persanes. Nous espérons unir toutes ces opportunités pour promouvoir une vision commune qui conviendra à tous. En octobre dernier, à Minsk, s'est tenue la deuxième conférence annuelle sur la sécurité eurasienne. À l'issue de celle-ci, avec nos amis biélorusses, nous avons proposé une charte eurasiatique pour la diversité et la multipolarité au XXIe siècle. Les éléments de cette charte ont été diffusés aux pays européens membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, de l'Union économique eurasiatique, de l'OTSC et de la CEI, ainsi qu'aux membres de l'ASEAN. Nous continuerons à promouvoir cette idée en dialoguant avec d'autres pays, y compris ceux d'Europe, qui souhaitent participer à cette discussion. La Hongrie était représentée à la conférence de Minsk par son ministre des Affaires étrangères, et la Slovaquie manifeste également un intérêt. Nous pensons que d'autres pays percevront les bénéfices directs de cette initiative en termes de promotion de leurs intérêts à long terme et de satisfaction des besoins de leur population. À Malte, avec nos collègues de la CEI, nous avons présenté 3 déclarations conjointes. La première porte sur la nécessité de préserver les monuments historiques en mémoire des événements de la Seconde Guerre mondiale. La deuxième met l'accent sur l'intensification des efforts pour lutter contre la christianophobie, l'islamophobie et les discriminations à l'encontre des représentants de toutes les religions. La troisième concerne la lutte contre les menaces de radicalisation, souvent à l'origine d'actes terroristes et extrémistes. En ce qui concerne les discussions, nos collègues occidentaux ont presque unanimement adopté une position biaisée, privilégiant la confrontation plutôt que la coopération et la sécurité, pourtant au cœur du nom même de l'OSCE. Lorsqu'on nous a demandé si les institutions internationales créées après la Seconde Guerre mondiale pourraient être revitalisées, nous avons répondu que les fondements nécessaires au développement durable de l'humanité sont inscrits dans la Charte des Nations Unies. Cependant, l'Occident en extrait de manière opportuniste des principes individuels tout en ignorant l'ensemble de ces dispositions. Par exemple, en 2008, ils ont déclaré unilatéralement l'indépendance du Kosovo, invoquant le droit des peuples à l'autodétermination. Mais lorsque les habitants de la Crimée, en réponse aux coups d'État illégaux et à l'agression des autorités à Kiev, ont proclamé leur indépendance et leur attachement à la Russie, l'Occident a invoqué le principe de l'intégrité territoriale. Ce double standard est fréquent. Le principe central de la Charte des Nations Unies, qui affirme l'égalité souveraine des États, n'a jamais été respecté par l'Occident depuis la création de l'ONU. Et cela se reflète également dans le fonctionnement de l'OSCE, où les États-Unis ont, sans surprise, soumis non seulement l'OTAN, mais aussi l'Union européenne qui devient déjà un appendice de l'OTAN et met ses capacités à disposition pour la planification militaire de l'Alliance de l'Atlantique Nord, visant directement la Fédération de Russie.
Ces pays souffrent aussi grandement de cette politique de domination. À bien des égards, l'Occident a privatisé le secrétariat de l'Organisation mondiale. Actuellement, les postes clés, qui déterminent la direction des activités de l'organisation, sont occupés par des citoyens de pays membres de l'OTAN. Cela ne profite à personne. Les pays de la majorité mondiale, avec nous, soutiennent une réforme juste de l'ONU. Elle doit inclure non seulement l'élimination de la sous-représentation de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine au Conseil de sécurité, mais aussi la réduction de la surreprésentation de l'Occident, y compris au sein du secrétariat. Nous avons proposé une série de critères sur lesquels une telle réforme pourrait se baser. La question est complexe, elle nécessite bien sûr des efforts et du temps, mais nous suivrons cette voie. Sergueï Viktorovitch, bonjour. Je suis Ermakov, de l'agence TASS. En 2025, la présidence de l'OSCE passera à la Finlande. La Russie a-t-elle des objections à ce sujet, étant donné les récents positionnements hostiles, et discute-t-on déjà de qui présidera en 2026? Nous avions, à l'époque, soutenu la candidature de la Finlande pour 2025. Elle n'était alors pas encore membre de l'OTAN. À cette époque, elle défendait sa neutralité, en était fière, et souhaitait marquer dignement le 50e anniversaire de l'acte final d'Helsinki. Depuis, elle est devenue membre de l'OTAN. Nous ne voyons pas la nécessité de créer des remous à ce sujet. Je ne pense pas que l'avenir de l'OSCE dépende de son président. L'Occident fait tout pour saper la raison d'être de cette organisation. Nous nous y opposerons, bien sûr, mais l'Occident agit avec une telle agressivité qu'il détruit depuis longtemps l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Nous verrons comment elle évoluera par la suite. Egor Peskanov, RPS. Bonjour. Avant la réunion d'aujourd'hui, le ministère russe des Affaires étrangères a accusé l'OSCE d'ukrainiser ses politiques, ce qui paralyse presque tous les trois volets de la sécurité, militaire et politique, économique et écologique, humanitaire. À votre avis, existe-t-il actuellement une organisation internationale occidentale dont les politiques ne seraient pas influencées par cette ukrainisation? En ce qui concerne les organisations occidentales, bien sûr, il n'en existe aucune où l'Occident ne promeuve de manière agressive, malhonnête, et parfois par des mensonges flagrants, le sujet ukrainien. Cela blanchit tous les crimes du régime de Zelensky tout en accusant la Fédération de Russie. Nos arguments, pourtant clairement exprimés depuis des années auprès de la communauté internationale, sont totalement ignorés. Nous insistons sur la nécessité d'examiner les causes profondes de la situation actuelle en Ukraine. En la création sur ce territoire de menaces militaires directes contre la Russie par l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, avec des bases militaires prévues en mer d'Azov et en mer Noire. 2. Le régime issu des coups d'État de 2014 a poursuivi une politique d'éradication de tout ce qui est russe, l'éducation, les médias et la culture. Cette ligne a commencé bien avant l'opération militaire spéciale, dès 2017, avec des lois qui accentuaient cette crise. Pourtant, l'Occident, qui prêche les droits humains à chaque occasion, reste silencieux face à l'élimination des droits des Russes et russophones en Ukraine, y compris l'interdiction récente de l'Église orthodoxe canonique ukrainienne. Ces causes profondes doivent être prises en compte pour toute tentative de résolution politique. Les initiatives de nos partenaires à travers le monde, bien intentionnées, doivent obligatoirement garantir la sécurité de tous les pays et respecter les droits humains, comme inscrit dans la charte de l'ONU. Nous n'avons aucun espoir dans les organisations occidentales. C'est pourquoi nous soulignons l'importance de renforcer la sécurité dans le contexte eurasien. Nikita Grozny, NTV, Sergueï Viktorovitch, des réunions en présentiel du format d'Astana au niveau ministériel sont-elles prévues concernant la situation à Olegovo? Oui, nous sommes en discussion avec nos partenaires turcs et iraniens pour organiser une réunion ministérielle cette semaine. Quant aux commentaires du Premier ministre arménien, nous respectons le droit souverain de l'Arménie à prendre ses décisions, mais nous pensons que l'organisation du traité de sécurité collective, OTSC, reste dans son intérêt. La Russie et les autres membres de l'OTSC ne fermeront pas leurs portes à l'Arménie. Nous n'avons pas l'intention d'attaquer qui que ce soit. Actuellement, ce sont les États-Unis qui nous ont attaqués par l'intermédiaire du régime ukrainien, menant une guerre contre nous avec l'aide de néo-nazis ukrainiens, en les armant et en les aidant à bombarder notre territoire avec des armes de longue portée, participant directement à la préparation de ces attaques. Ce n'était pas notre choix. Le président Poutine l'a répété à plusieurs reprises, nous n'avions pas d'autre option que de lancer une opération militaire spéciale. Cela faisait longtemps qu'il transformait l'Ukraine en une plateforme de menace directe contre la Fédération de Russie. Le problème, c'est que nos relations avec les États-Unis se heurtent à leur manque de fiabilité. Ils ne tiennent pas leurs promesses.
Depuis les accords encourageants entre Gorbatchev et Reagan à Malte, jusqu'aux engagements dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, les États-Unis ont systématiquement rompu leurs engagements. Ils avaient promis de ne pas étendre l'OTAN, mais ils ont fait tout le contraire. Dans les documents des sommets de l'OSCE, ils avaient signé qu'aucune organisation dans cet espace ne chercherait à dominer. Pourtant, l'OTAN a agi en totale opposition à cet engagement pendant toutes ces années. Les exemples abondent, notamment en ce qui concerne la crise ukrainienne. En 2014, après l'accord conclu entre les parties, un coup d'État a eu lieu dès le lendemain, et l'Occident l'a non seulement accepté, mais aussi encouragé. Ensuite, il y a eu les accords de Minsk, adoptés sous les auspices du Conseil de sécurité de l'ONU, que l'Occident a constamment vantés, mais dans les faits, il n'a rien fait pour freiner les violations flagrantes de ces accords par le régime de Kiev. En avril 2022, après le début de l'opération militaire spéciale, un accord avait été trouvé à Istanbul pour mettre fin au conflit armé. Mais l'Occident a interdit aux Ukrainiens de formaliser cet accord juridiquement. Ainsi, comme l'a déclaré le président Poutine, nous ne reviendrons jamais à la situation d'avant le début de l'année 2022. Durant toutes ces années qui ont suivi la fin de la guerre froide, l'Occident n'a cessé de conclure des accords en apparence vertueux, de les louer en parole, mais de les violer grossièrement en actes, tout en cherchant à écraser les intérêts légitimes de la Fédération de Russie et de tout autre concurrent. Nous avons tiré nos conclusions et, bien que nous ne fermerons jamais la porte à des relations avec qui que ce soit, nous examinerons désormais les idées proposées par ceux qui nous ont déclaré une guerre par l'intermédiaire du régime ukrainien, imposé une multitude de sanctions contre nous et nous accusent de tous les maux. Si ces acteurs reviennent avec des propositions concrètes basées sur le respect mutuel des intérêts, nous les examinerons et tirerons nos conclusions en fonction du contenu de ces propositions. Merci. Будем делать выводы, исходя из содержания такого рода возможных предложений. Спасибо.